Chers compatriotes ivoiriennes et ivoiriens, je voudrais vous saluer cet après-midi et vous dire que je suis sur ce plateau de Diaspora TV pour encore me prononcer sur la situation sociopolitique de mon pays, mais mieux apporter des éclaircissements à mon interview de la fois dernière et également lancer un appel à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes, parce que j'estime, pour ma part, que la situation que vit notre pays aujourd'hui est si grave, si importante, que cela devait pouvoir concentrer l'attention de chacun. Pour commencer, je voudrais vous dire qu'il y a de cela quelques jours, sinon 2-3 jours, que nous avons écouté sur les réseaux sociaux le président Henri Konan Bédié, qui a fait une déclaration pour moi historique. C'est une déclaration qui dit les faits que vivent au quotidien les Ivoiriens dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Cette déclaration du président Bédié montre clairement, explique clairement la situation actuelle de la Côte d'Ivoire. Une situation qu'ont vécu pendant si longtemps les populations de l'Ouest montagneux, c'est-à-dire du Guémon, du Cavali. Pendant des décennies dans ce pays, nos populations ont souffert de l'envahissement des populations burkinabées, des gens que nous avons reçus chez nous, qui travaillaient dans nos plantations. Certains aujourd'hui osent même se prononcer sur les réseaux sociaux pour dire qu'on ne va pas travailler tout le temps pour vous. Il faut qu'à un moment donné, celui qui travaille là en soit propriétaire. Mais la Côte d'Ivoire, bien entendu, est un état de droit, tout comme le Burkina Faso est un état de droit. Et pour avoir la propriété au Burkina, comme en Côte d'Ivoire, il y a des règles. Si vous remplissez les conditions d'être propriétaire, vous le serez. J'y reviendrai. Mais pour dire simplement que le président Bédié a peut-être maintenant compris fondamentalement les réalités que vivent les citoyens ivoiriens. Déjà depuis 2013, j'ai attiré l'attention de tous les Ivoiriens à partir des crises incessantes dans le Cavali, dans le Guémon, relatives aux conflits fonciers, qu'il y a danger à la demeure, il y a péril à la demeure. Je n'ai pas été écouté. Je pense qu'aujourd'hui, avec les déclarations du président Bédié, chaque Ivoirien devrait pouvoir prendre conscience du péril qui est réellement à la demeure. Effectivement, nous constatons en Côte d'Ivoire, chaque année, peut-être chaque trimestre, que dans des régions de la Côte d'Ivoire, il y a toujours des conflits fonciers, des conflits d'intérêts qui opposent la communauté allogène à la communauté autochtone. Moi, je voudrais poser la question à ceux qui parlent de xénophobie, à ceux qui parlent de tribalisme. Dans quel pays au monde, ou alors dans quel pays autour de nous, en Afrique de l'Ouest là, où chaque matin, les communautés étrangères s'attaquent volontairement aux communautés autochtones, et puis les gouvernants viennent et disent, non, asseyons-nous et discutons, cherchons des solutions amiables, cherchons à établir la réconciliation entre ces allogènes qui ont attaqué les populations autochtones et les populations autochtones. Ça n'existe pas. Vous allez en Guinée, ces conflits n'existent pas. Vous allez au Mali, ces conflits n'existent pas. Vous allez au Burkina Faso, ces conflits n'existent pas. Alors, il savait même qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il est quasiment impossible d'indexer un étranger comme tel. C'est-à-dire, quand vous prenez le phénomène des microbes, vous prenez les phénomènes de braquage, de vol. En Côte d'Ivoire, avant, on ne connaissait pas tout ça. L'Ivoirien en lui-même ne connaissait pas tout ça. Les grands dealers d'alors, les grands braqueurs d'alors étaient des Burkinabés. Aujourd'hui, ce fléau s'est étendu jusqu'à la terre. Et puis, au profit de la guerre, c'est pour les raisons de conquête de la terre que nos populations à l'ouest ont été sérieusement massacrées. C'est maintenant que nos concitoyens ivoiriens
commencent à prendre conscience vraiment de cet état de fait. Mais nous, à l'Ouest, nous avons toujours subi ce genre de fléaux. Nous avons toujours subi ce genre d'injustice. Comment quelqu'un qui vous accueille chez lui, qui vous donne même parfois une parcelle pour vous dire, écoutez, essayez là d'y mettre quelque chose pour que vous puissiez manger vous et vos enfants, peut devenir un adversaire, un ennemi à combattre, à tuer, à anéantir. Donc il faut anéantir même les sources, dans la perspective simplement de reconquérir ces terres, de reconquérir ces maisons. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Vous savez que beaucoup de ces gens, de ces prophètes du malheur, ces gens qui ont tendance à faire croire que les Ivoiriens sont des idiots et qu'à l'Ouest, les gens n'ont fait que vendre les terres. Mais ce sont des allégations qui n'ont pas de sens. Nous sommes dans un état de droit. Et en Côte d'Ivoire, la vente là, elle est régie par la loi. Les transactions commerciales sont régies par la loi. Qu'est-ce que c'est qu'une vente? Une vente, c'est que moi, j'ai un bic ici. Ce bic-là, soit je n'en ai plus besoin et je veux m'en débarrasser. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je le prends, je vais le vendre à un de mes concitoyens. Je juge le prix. Quand il doit acheter le bic, il s'informe, il doit s'assurer que le bic-là m'appartient. Et quand il sait que le bic m'appartient, il achète en bonne et due forme selon les règles qui ont été établies pour l'achat d'un bic. En Côte d'Ivoire, avant que Ouattara ne vienne au pouvoir pour essayer d'établir sa loi, la loi qui existait dit qu'un étranger ne peut être propriétaire de terre, des propriétaires terriens. Donc, de facto, la terre ne se vend pas. La terre, elle ne se vendait pas. En Côte d'Ivoire. Maintenant, quand par exemple on veut acheter un bien immobilier, il y a des règles. Quand on parle d'un bien immobilier, on peut parler des terres, des terrains, etc. et des terres villageoises. Bon, ici, il y a eu une guerre qui a éclaté en 2002. Quand la guerre a éclaté en 2002, et que les rebelles qui venaient avec l'appui de ces Burkinabés qui étaient dans nos champs, et des nouveaux Burkinabés qui étaient venus en supplétif aux éléments de Ouattara, ont commencé à s'attaquer systématiquement à nos paysans, à nos parents. Beaucoup ont commencé à prendre la tangente, à fuir leurs plantations, à fuir leurs maisons, à fuir leurs campements, leurs champs. Ces Burkinabés, automatiquement, se saisissent de ces plantations, s'insèrent dans ces maisons. Par endroits, ceux qui n'ont pas pu conquérir à temps, il y a peut-être un enfant de 17 ans ou même de 18 ans, de 16 ans, qui est resté peut-être dans la maison, qui n'a pas pu fuir, qui n'a pas pu fuir. Ils viennent à cet enfant, ils essaient de coopérer, et puis un matin, ils lui disent, bon, écoute, on va te prêter, l'enfant, par exemple, il a un problème, soit il doit aller à Abidjan pour régler un problème, ou bien dans une ville pour régler une situation, ils disent, bon, écoute, moi, je suis prêt à te prêter 20 000 ou bien 30 000. L'enfant prend les 20 000, il prend les 30 000, quand il n'arrive pas à le payer, il le séquestre, et ils lui disent, bon, viens, tu nous signes un papier, parce que tu as un champ dans tel coin, ce champ-là, tu nous signes un papier, tu vas nous le donner. Bon, les 20 000 là, nous, plutôt que de rembourser, nous on te donne 30 000, ça va faire 50 000 francs, tu nous auras vendu le champ. Est-ce que vous êtes d'accord que cette transaction est une transaction fausse qui en rien ne peut concerner une vente, une transaction commerciale dans notre pays? C'est du faux. C'est du faux. D'ailleurs, il y a eu kidnapping, d'ailleurs, il y a eu séquestration, et puis, au-delà de ça, il y a eu des influences, des intimidations diverses. Parfois avec même une arme sur la tempe des gens. Ça s'est passé dans mon village. Et ce sont des faits qui ont existé. Et des gens là, on sont assis sur des terres des gens. Quand la guerre est terminée, beaucoup sont retournés pour aller revendiquer. Les vrais propriétaires sont allés chercher à reprendre leurs terres. Mais par contre, le gouvernement de M. Ouattara avait déjà fait circuler, parvenir à toutes les sous-préfectures, à toutes les gendarmeries, à toutes les polices, une circulaire disant que les préfets, les sous-préfets devaient pouvoir trancher en faveur des receleurs en réalité. Des receleurs, c'est-à-dire ceux-là qui ont acquis de manière illicite, abusive, ces plantations. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est embourbée dans ce cycle. Donc, des gens sont dans leur propre village, ils n'ont plus de campement. Parce que les Burkinabés se sont accaparés les champs. Pour d'autres,
On leur dit, bon écoutez, oui monsieur, c'est vrai, vous êtes le propriétaire du champ, vous êtes le propriétaire du champ, mais le Burkinabé là, quand il a acquis la terre, vous la parcelle, il a planté du café ou bien il a planté du cacao. Et qu'il faut que vous essayez de le désintéresser, essayez d'arranger cela avec lui en le dédommageant. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ce Burkinabé a commencé à exploiter cette plantation depuis 2002-2003. Il en a exploité pendant près de 10 ans, pendant 8 ans. Et il vient parfois des plantations déjà qui sont en production. Et on ne tient pas compte de tout ça. On demande qu'ils soient dédommagés. Ça, cette politique, je ne la comprends pas. Jusqu'à présent, je peux dire, le sous-préfet de Kubli, d'où moi je viens, c'est comment les choses se passent là-bas. Le commandant de brigade de Kubli, c'est comment il gère ces conflits là-bas. Et j'ai la preuve que des choses se sont passées comme ça. Il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui à le témoigner. Et c'est comme ça, les choses se sont passées chez nous. L'acquisition des terres des Ivoiriens s'est opérée chez nous à l'ouest. Pour la plupart, je n'occulte pas le fait que jadis, c'est-à-dire avant la crise, il y a eu des transactions qui sont passées entre les allochtones et les autochtones, c'est-à-dire les allochtones baoulés et les autochtones. Ça, ce sont des Ivoiriens qui ont la possibilité d'avoir la terre et partout en Côte d'Ivoire. Parce que la terre, sous Bédié, la terre dans la loi précédente appartient aux Ivoiriens. Donc il faut être Ivoirien pour que vous revendiquiez la propriété d'une terre. Alors, tous ces conflits, toutes ces choses, toutes ces injustices ont à un moment donné commencé à priver la majorité d'Ivoiriens de leurs ressources. Parce que moi j'ai mon champ. La rébellion m'a fait fuir de mon village, de mon campement, de mon champ. Et puis, l'enfant de mon frère qui est resté au village là, c'est vers lui on va pour assister le champ qui est plus âgé que lui, son père, qui est en production. Ces choses-là, le gouvernement Ouattara, qui a pris le pouvoir en 2010, en 2011, au lieu de les régler, en annulant toutes ces transactions illicites de soi-disant ventes, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il n'y a pas eu vente, parce que la vente a une règle, mais quand il n'y a pas eu de vente, et que quelqu'un a acquis de manière illégale une propriété, mais bien entendu, il faut la lui arracher. Et l'État devait pouvoir prendre des dispositions pour pouvoir annuler toutes ces ventes, ces fausses ventes qui avaient eu lieu en son temps, depuis 2002. Des ventes qui sont passées entre des petits-enfants, des gamins et des Burkinabés qui sont venus avec des armes dans les villages. Ça, pour ce qui est du foncier rural, c'est une remarque que j'ai faite, elle est pertinente. Cela existe. Deuxièmement, je vais parler toujours du foncier rural. Je prends le cas chez nous à l'ouest. Mais depuis que la crise a éclaté, que la crise est terminée, et que Ouattara a pris une décision, de sorte un décret, pour annuler le contrôle d'identité, depuis les frontières du Burkina jusqu'en Côte d'Ivoire, alors il y a eu un déferlement incessant en Côte d'Ivoire. 10 cas chaque jeudi à l'ouest, dans le Mont Peko. Ils sont déportés à Diblo, à Toulepleu, à Bleu-les-Quins, à Kubli. Ces gens aujourd'hui, on peut le dire très clairement, sont plus nombreux que nos parents dans nos villages. Ce sont des faits. Ce sont des faits qui existent, les témoignages sont là. Ce qui est grave, c'est que quand ce gouvernement a laissé venir, sinon a fait venir des masses de Burkinabés, qu'ils ont logé dans le Mont Peko, à qui ils ont donné des armes. Parce qu'il faut le dire très clairement, ils avaient des armes. Dans le Mont Peko, ils avaient un représentant, le gouvernement avait un représentant là-bas du nom de Amadé Ouremi, qui avait aussi des adjoints, et qui y était et qui donnait des armes à chaque Burkinabé. La chose qu'il faisait, il donnait des armes, il donnait de l'argent à ces Burkinabés pour s'intégrer en Côte d'Ivoire. À un moment donné, le Mont Peko étant envahi, la communauté internationale étant interpellée, le gouvernement a donc décidé d'intégrer dans les villages ces 10 Burkinabés. Et le gouvernement a désigné pour l'Ouest un moto qui devrait pouvoir, avec les élus de nos différents départements,
essayer de convaincre nos parents à recevoir ces Burkinabés dans des villages. Cela s'est passé sous la première mandature de Ouattara. Mais je voulais savoir, dans quel pays un État, le gouvernement, débouche autant d'efforts pour la survie, le bien-être des étrangers, au point de marginaliser ses propres concitoyens. Ces Burkinabés ont le droit de porter des armes sur eux. Ils ont le droit d'avoir de l'argent, c'est-à-dire d'être accompagnés financièrement. Et on demande aux élus d'aller les installer dans des villages. Oui, on peut demander aux élus, ils vont le témoigner. Et ils ont installé ces Burkinabés pleins dans nos villages aujourd'hui. Je l'ai dit récemment, dans mon village à moi, un vendredi, il y a eu un décès. Les villageois décident d'aller enterrer le mort au cimetière. Et des Burkinabés disent, nous, chez nous, au Burkina, là, on n'enterre pas le vendredi. Donc vous ne devez pas passer ici dans notre village pour aller enterrer votre mort. Quand les parents voulaient insister, ils sont rentrés dans leur maison, chacun a pris sa calache. Les parents étaient obligés de retourner avec le corps. Ce sont des faits. Allez-y à Touandou, bien, demandez aux paysans, ils vous le diront. Ce sont des faits. Dans quel pays d'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO, où les choses peuvent se passer ainsi? Donc, ce que le président Bédié a fait comme déclaration est exact. Ce qu'il a dit, il n'y a rien d'étranger. C'est un fléau, c'est un phénomène dont on a besoin de connaître quand même les motivations. Si ces motivations ne sont pas électoralistes, ça veut dire qu'elles répondent donc aux soucis de repeuplement de notre gouvernement, qui veut bien entendu nous chasser, nous spolier de nos terres, de nos biens, pour y installer d'autres peuples venus du Burkina qui les ont aidés à conquérir le pouvoir d'État. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est sur cet état de fait que je veux interpeller les Ivoiriens dans leur ensemble. Vous savez, on se perd le temps à revenir sur la crise, sur des choses qui sont passées au cours de la crise. Oui, au cours de la crise, chacun de nous, dans la gestion de la crise, dans son intervention, dans sa prise de position, a dû se tromper. Mais écoutez, laissons cela de côté. Aujourd'hui, c'est la mère patrie qui est en péril avec un chef d'État qui ne jure que par les intérêts d'une communauté dont on dit qu'il est issu. Voilà la réalité. On va indexer les Maliens, on va indexer ceci ou cela, mais aujourd'hui, objectivement, c'est la communauté burkinabé qui a toute la prime en Côte d'Ivoire de faire ce qu'elle a envie de faire. Et ça, moi, je le dis. Donc, partant de ce fait-là, je pense que ce que le président Bédié a dit est exact. Et devrait pouvoir interpeller tous les Ivoiriens. Comment vous pouvez vous expliquer qu'à Dahomey, la communauté qui se dit étrangère se bat avec la communauté autochtone, et puis il y a 7 morts de partout. C'est de cela qu'il s'agit. Et puis, nous, Ivoiriens, nous sommes constants aussi à l'étranger. Il y a des Ivoiriens au Burkina, il y a des Ivoiriens au Ghana, il y a des Ivoiriens au Mali. Mais combien d'Ivoiriens rentrent-ils dans les campements des Maliens ou des Burkinabés pour les attaquer? Ou bien tuent-ils les bovins, sinon les veaux des Burkinabés? Non, ça ne se fait pas. Nous immigrons comme les autres, mais quand nous sommes dans des pays, nous respectons les lois. Nous respectons ceux que nous trouvons là, qui sont les autochtones. Nous nous conformons à leurs principes. Nous ne venons pas imposer nos principes, nos cultures ivoiriennes chez les gens. Et quand on en parle, les gens disent non, c'est de la xénophobie. Ce n'est pas de la xénophobie. Chaque pays a des lois. Et chaque pays, aujourd'hui, au XXIe siècle aujourd'hui, mais l'immigration fait l'objet aujourd'hui d'une polémique internationale. Dans tout le monde entier, on en parle. Et des États prennent des dispositions pour protéger, bien entendu, la vie, l'avenir de leurs concitoyens en régulant l'immigration, la politique d'immigration. Quelle est la politique d'immigration de M. Ouattara? Qu'on nous le dise. Que fait-il, M. Ouattara, pour protéger les Ivoiriens chez eux? De sorte à ce que, avec tout ce que je viens de citer, les Ivoiriens puissent être sûrs que demain, dans 10 ans, ils ne seront pas des vadrouillards chez eux,
des apatrides chez eux. Je vais vous rappeler d'un fait fondamental. Mais écoutez, quand Ouattara a pris le pouvoir, quel a été le centre d'intérêt de son pouvoir? Quel a été le premier acte significatif, sinon le deuxième acte significatif qu'il aura posé, en dehors du fait de laisser les Burkinabés rentrer comme ils veulent? Le deuxième acte que Ouattara a posé, c'est bien entendu de faire voter une loi qui entérine la loi sur, comment dirais-je, sur la patridie. C'est ça qui est la vérité. Ouattara a amené les députés ivoiriens à ratifier la loi sur la patridie. Mais cette loi, ça n'existe pas que sous Ouattara, c'est depuis Houphouët-Boigny. Cette résolution internationale, elle n'a pas existé que sous Ouattara, c'est depuis Houphouët-Boigny. Pourquoi Ouattara en faisait-il une préoccupation? Dès qu'il vient au pouvoir, il fait ratifier ça et cela donne quoi comme résultat? C'est que tout étranger en Côte d'Ivoire qui se trouve apatride peut faire une demande de nationalité et l'obtenir par déclaration. C'est-à-dire, je fais une demande et dans la demande, je déclare que je suis ivoirien et puis je suis ivoirien. Dans tous les pays du monde, que vous soyez historien, que vous soyez scientifique, dites-moi, donnez-moi le nom d'un seul pays au monde, en Afrique, en Occident, en Asie, où on devient natif, national, citoyen de ce pays par déclaration. C'est-à-dire, je vais en France, je veux devenir français, je dis, je suis français. Je déclare que je suis français et je dois être français. Mais c'est une politique d'envahissement. Au moment où des États prennent des dispositions, réfléchissent pour prendre des lois, pour protéger et réguler l'immigration, protéger les citoyens en régulant l'immigration dans les États, Ouattara fait de la Côte d'Ivoire une poubelle qui reçoit des criminels, qui reçoit tout genre de personnes. Et ça, nous ne devons pas l'accepter. Je dis aux Ivoiriens ce soir que nous n'avons pas besoin de nous faire le complexe d'être Ivoiriens. Nous n'avons pas besoin de nous faire le complexe de désigner des étrangers, et surtout ces étrangers criminels qui écument notre pays, notre République. Des gens qui refusent que la République de Côte d'Ivoire existe en tant que telle. Qu'il y ait des citoyens ivoiriens. Mais nous ne pouvons pas l'accepter. Ce n'est non plus pas de la xénophobie. Le xénophobe, c'est celui qui refuse de vivre avec l'étranger. Nulle part, aucun Ivoirien n'a refusé de vivre avec un étranger. Mais quand l'étranger s'érige en voyou, en bandit, même en France, il y a eu une politique de déchéance. On a proposé la déchéance de la nationalité pour des étrangers qui commettent des crimes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français en ont réfléchi. Aujourd'hui, l'acquisition de la nationalité en France, elle ne se fait pas comme elle se faisait en 1970. Même l'acquisition d'un séjour en France. Alors, pourquoi dans tous les pays au monde, des gens prennent des dispositions pour protéger leur identité, pour protéger la nationalité, et puis en Côte d'Ivoire, on n'a pas le droit de protéger notre identité, on n'a pas le droit de protéger notre nationalité, et que dire que nous sommes des Ivoiriens, et qu'il faut faire attention à l'influence des étrangers, ça peut constituer un crime ou un délit, si ce n'est que ce gouvernement n'est pas le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est que le gouvernement de Ouattara n'est pas là pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Or, à ce que je sache, un gouvernement est fait pour défendre et mener une politique pour l'intérêt supérieur de la nation, l'intérêt supérieur de ses concitoyens. Les Français, les Américains, vous voyez aujourd'hui Daesh en Syrie. Les Français sont en train de faire revenir les enfants français, c'est-à-dire des Français qui étaient des djihadistes et qui sont morts au fond. Les enfants, ça veut dire quoi? La citoyenneté, ça ne se négocie pas. Et le monde aujourd'hui n'existe que par la citoyenneté. Des États n'existent que par la protection de la citoyenneté. Pourquoi pourquoi des Ivoiriens peuvent-ils refuser dire que les Ivoiriens sont en danger, alors que nous sommes en danger réellement? Dire que les Ivoiriens
sont en train d'être acculés par les étrangers qui ne veulent même plus que les Ivoiriens puissent même se reconnaître en tant qu'Ivoiriens chez lui. On nous refuse même de dire qu'on est Ivoirien d'origine. Il y a des gens que j'entends tous les jours sur les réseaux sociaux, partout, qui refusent même qu'on parle d'Ivoirien d'origine. Quand on parle d'Ivoirien d'origine, systématiquement on explique que c'est un xénophobe. Mais ce sont des malades ces gens. Ce sont des malades ces gens. Et ces gens, les Ivoiriens ne doivent pas se mettre sous leur influence pour dire que non, si nous soutenons cette thèse, ça veut dire non, nous ne sommes pas xénophobes. Dites que ces gens vous disent le nom d'un seul pays en Afrique qui a accueilli autant d'étrangers comme la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à vous le dire. Ça n'existe pas. Ce sont des malhonnêtes gens. Des malhonnêtes gens qui n'ont pas hésité à prendre des armes pour attaquer la mère patrie. Vous pensez que moi, je peux prendre des armes pour attaquer la Côte d'Ivoire? Pour quel motif? Parce que je veux être président, je ne le ferai jamais. Même contre Ouattara, je ne le ferai pas. Parce que le sang de chaque Ivoirien qui coule, c'est mon cœur qui est interpellé. Quand on aime mon pays, bien entendu, on ne tue pas ses concitoyens pour gouverner. Ces gens sont des criminels qui ont tué des Ivoiriens et qui sont là où ils sont. Et alors, ils continuent à vouloir nous spolier, à vouloir prendre des mesures de rétorsion pour nous empêcher de parler. Mais nous savons parler. Nous ne pouvons pas nous taire. Un Sénoufo, un Kambana, un Maouka, un Odieleka, il est Ivoirien comme moi. Ses enfants sont des Ivoiriens comme moi. Nous sommes tous des Ivoiriens. Moi, j'ai été, au cours des élections de 2010, dans le Nord, j'ai été même à Dabaka, jusqu'à Dabakala. J'ai mangé chez le général Bakayoko à Morla Dioulasso. C'est là que j'ai été reçu. Et l'imam de Morla Dioulasso m'a reçu chez lui. J'ai vu des Djamala, des Dibili qui étaient balafrés jusqu'ici. Mais nous sommes tous des Ivoiriens, nous nous reconnaissons à la mère patrie. Je les ai aimés, ils m'ont aimé, ils m'ont accueilli comme leurs fils. Mais en quoi est-ce que parlant d'un étranger, d'un Burkinabé, qui vient en Côte d'Ivoire et qui fait du faux pour s'acquérir une carte d'identité, parler de lui là est un problème pour un Ivoirien. Et ça peut être un problème pour un gouvernement. Au point où des bouffons comme les Adjoumani se mettent là à être utilisés pour prendre n'importe quelle déclaration partout. Mais que les gens fassent attention. Et moi j'interpelle les Ivoiriens à ne pas baisser les bras. Nous ne devons pas baisser les bras. Chers frères, nous ne devons pas baisser les bras. Comment des rebelles, des gens qui n'ont pas manqué de s'acoquiner avec une rébellion, qui ont nommé des chefs rebelles à des postes, à des hautes fonctions de la République, peuvent-ils nous apprendre la démocratie, nous faire des leçons de démocratie? Nous ne devons pas accepter ça. Nous ne devons pas rentrer dans le complexe de la xénophobie. Nous avons, la Côte d'Ivoire a assez démontré qu'elle est un pays d'hospitalité. Depuis feu Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Ouattara a surfé sur l'identité. Il a surfé sur la religion. Pendant très longtemps, il a voulu mettre les religieux en guerre en Côte d'Ivoire. Il a voulu créer une guerre des religions. Mais quand il vous explique comment ils ont organisé la rébellion, vous croyez que c'est faux? Mais c'est les Ouattara qui appelaient. Imaginez-vous quand il partait avec Blaise Compaoré voir Kadhafi. La thèse qu'ils ont utilisée, c'est que les musulmans, Babo ne voulait pas que des musulmans prient en Côte d'Ivoire. Babo ne voulait pas que des musulmans se réunissent en Côte d'Ivoire. Babo ne voulait pas qu'il y ait des mosquées en Côte d'Ivoire. Voilà le motif qu'ils ont utilisé qui a motivé Kadhafi à leur donner de l'argent pour venir faire la guerre à leur pays. Mais avant qu'il n'aille le faire, Ouattara a déjà fait une déclaration depuis des années 95 là-bas pour dire on ne veut pas que je sois ivoirien et je sois candidat parce que je suis musulman ou que parce que je suis du Nord. Mais là encore, quand Ouattara vient sur le plateau de France 24 pour parler de rattrapage ethnique, mais il oublie une chose. Ce n'était pas lui, Ouattara, qui était président de la République de Côte d'Ivoire quand il a été nommé gouverneur de la BCEAO, il était du Nord pour autant. Le premier gouverneur de la BCEAO, Abdoulaye Fadiga, est-il du Sud
du Sambou de l'Ouest, sous le régime Gbagbo, dont on reproche de massacrer les partisans du Nord, mais sous le régime Gbagbo, est-ce que les gens réfléchissent? Sous le régime, c'est le seul régime en Côte d'Ivoire sous lequel 3 institutions de la République étaient tenues par des nordistes. La grande chancellerie, c'était le général Youssouf. Je pense bien, j'oublie son second nom. Ça, c'est la grande chancellerie. Le Conseil économique et social a été tenu par Laurent Donafologo. Et puis, l'Assemblée nationale par Mamadou Koulibaly, ils sont du Nord. Ils sont du Nord. Youssouf Bakayoko, qui fut après, comment dirais-je, président de la CEI, il est du Sud ou il est du Centre? Ou il est de l'Ouest? Il est du Nord. Mais pourquoi des gens peuvent-ils être aussi malhonnêtes au point de dire des choses qui ne sont pas correctes? Ils étaient eux-mêmes des militants du RDR, au gouvernement de M. Laurent Gbagbo. Et ils disaient, Ahmed Bakayoko était où? Il était ministre de Laurent Gbagbo. Je tiens à interpeller tous mes frères ivoiriens sur cet état de fait. Il faudrait que nous puissions nous unir contre cette imposture. L'imposture Ouattara. Il faudrait que nous nous unissions définitivement contre cette imposture. Laissons de côté les conflits. De qui a fait quoi? De qui était où? Notre pays, la Côte d'Ivoire, est en péril. Il faut la sauver. Il faut la sauver des crimes que les gens sont en train de préparer. Il faut la sauver de la politique de repeuplement que Ouattara a conçue et qu'il tient à mettre en œuvre. L'orpaillage, mais ce sont des faits réels. Rien n'est inventé. Un capitaine de la gendarmerie a été tué. Haïti, à on dit quoi, Angouvia ou bien quoi. Mais les problèmes d'orpaillage, même à Bouna, en son temps, les conflits qu'il y a eu, tout cela, c'est dû à quoi? Ce sont des réalités, ce sont des faits dont on a des exemples multiples. On ne peut pas nous dire autre chose. Donc, il est très clair que l'orpaillage clandestin était un fléau, était un risque qui perdure en Côte d'Ivoire. Et comme Ouattara lui-même, il soutient cela, parce que les ministres de ceci, de cela, tous ces gens sont compromis dans cette affaire. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui envoient les gens. Sinon, nous avons quand même un gouvernement, nous avons une armée. Au lieu de venir attraper Bajan Enoch, aller faire le pied de grue devant la maison de Bajan Enoch depuis combien de jours pour pouvoir l'attraper, parce que simplement il a dit qu'il y a génocide à l'ouest. Mais pourquoi ces gens-là, depuis longtemps, qui pillent notre pays, on ne va pas les attraper? Le gouvernement sait où ils sont. Notre gouvernement, là, il sait où ils sont. Où ces gens, ces orpailleurs-là opèrent. Mais on ne les attrape pas. Les gendarmes, qui sont des brigades mobiles, qui sont dans les villes, quand elles veulent y aller, elles n'ont même pas les moyens d'y aller. Parce que ceux qui commettent l'orpaillage là, ce sont des gens qui sont plus armés que les gendarmes, que les policiers. Donc du coup, des gens opèrent illégalement sur le territoire ivoirien. Ouattara a organisé le pillage de notre pays. C'est dans ça qu'on est. Aujourd'hui, fondamentalement, les Ivoiriens doivent le comprendre. Quand on est là, qu'on crie, qu'on murmure, nous on est ici dans la nostalgie de la politique. C'est-à-dire, à dire, non, moi je suis ici, je suis Front Populaire Ivoirien, je suis PDCI, mais nous allons rester dans ça, les gens vont prendre notre pays, d'ailleurs nous sommes restés dans ça, et puis Ouattara est venu au pouvoir. Gbagbo était convaincu que Ouattara était burkinabé, tout comme Bédié était convaincu que Ouattara était burkinabé. Mais parce que les deux n'arrivaient pas à s'entendre, Ouattara est passé sous leurs bras, il est allé faire alliance avec Bédié, et puis voilà, il a fait tomber Gbagbo. Aujourd'hui, vous avez l'ultime chance de renverser cette situation. En Côte d'Ivoire, on peut renverser aujourd'hui cette situation. Il faut que nous nous unissons. Si aujourd'hui, Gbagbo Laurent et Bédié Conan peuvent être ensemble, et que Soro Guillaume puisse se repentir, il l'a fait déjà suffisamment. Pour moi, il doit le faire très clairement. J'ai été clair la dernière fois au cours de ma conférence de presse. Je disais que il faudrait que Soro, les Ivoiriens sont prêts à pardonner à Soro. C'est un frère à nous. Les Ivoiriens ne sont pas rancuniers. Nous sommes tous prêts à pardonner à Soro. Mais il faut que Soro nous dise la vérité. La seule chose que nous ne voulons pas, c'est qu'en même temps que tu veux
te racheter, mais n'insulte pas les gens. En faisant croire aux gens qu'il y avait l'exclusion en Côte d'Ivoire antérieurement. Parce que quand toi, Soro, tu devais être président de la FECI, secrétaire général de la FECI, ce n'était pas Alassane Ouattara qui était président de la République de Côte d'Ivoire. Donc si en Côte d'Ivoire, il y avait l'exclusion, mais bien entendu, tu n'allais jamais devenir secrétaire général de la FECI. Puisqu'on avait dit que tu es nouveau, tu ne peux pas être candidat. Mais les Ivoiriens n'ont pas de problème entre eux. Il n'y a pas de problème d'exclusion en Côte d'Ivoire. Le vrai motif de la rébellion que vous avez créée là, vous la connaissez. Moi aussi, je la connais. Tout le monde la connaît. C'est pour ça que vous avez fait du faux sur tous les plans. Je connais beaucoup de choses. Ceux qui ont tiré sur la résidence de l'ambassadeur du Japon en pleine crise, en pleine guerre, pour que la communauté internationale puisse crier son holà pour chercher à bombarder la résidence de Gbagbo. Mais c'était des éléments de FSI. J'ai parlé après à M. Diaby, je sais qui a tiré la mort de Yves Lamblin, qui l'a tué. Est-ce que c'est Gbagbo? Vous savez bien ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, bien entendu, vous continuez à vouloir dire que non, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas porter des boubous si ce n'est pas que Ouattara est au pouvoir. Non, à partir de l'instant où Soro va revenir en lui-même, où lui-même il va reconnaître que simplement il a été manipulé. Parce qu'en réalité, Soro, tu as été manipulé, frère. Tu as été tout simplement manipulé par Ouattara. Donc tu étais membre du parti, tu étais un jeune dynamique du parti. Ça arrive. Moi-même qui suis là, j'ai parlé à Ouattara. Je peux dire aussi, à un moment donné, j'ai été manipulé, puis je l'ai suivi. Mais il n'est jamais trop tard pour reconnaître son tort. Nous étions jeunes. Nous voulions la démocratie pour notre pays. Nous avons entendu parler de quelqu'un qu'on dit qu'il vient de sortir de Bretton Woods. Pour nous, la Côte d'Ivoire est tellement pauvre, on a besoin d'argent, on a besoin de gens pour créer des emplois. Bien entendu, on a suivi Ouattara pour son carnet d'adresse. Aujourd'hui, il nous montre autre chose. Mais soyons clairs, la guerre, vous l'avez faite. Parce que tout simplement, vous voulez mettre Ouattara voulait prendre le pouvoir. Et pour que cela puisse prendre, pour que certains Ivoiriens puissent tomber dans le panneau, surtout nos frères du Nord, il fallait utiliser des problèmes qui n'existaient pas. C'est-à-dire l'exclusion. L'exclusion des gens du Nord, l'exclusion des citoyens du Nord. Oui, c'était un alibi que vous avez utilisé pour faire la guerre. Mais ne nous dites pas que c'est cela qui a existé en Côte d'Ivoire. Quand les Amadou Soumaoro nous disent malhonnêtement qu'il fallait que Ouattara vienne au pouvoir pour comporter un boubou en Côte d'Ivoire, mais Soro, est-ce que c'est réel ce qu'il a dit? C'est archi faux. On est des frères. Je pense que tu as compris. Et je le disais il n'y a pas longtemps à quelqu'un, j'ai dit, mais écoutez, si Soro ne voulait pas être sincère, mais il n'a pas d'intérêt à venir. Moi, je pense que c'est parce qu'il aime son pays. Il a commis beaucoup de bêtises, il a fait beaucoup d'erreurs. Mais j'estime que c'est parce que tu aimes la Côte d'Ivoire que tu n'as pas voulu continuer. Parce que si tu avais voulu continuer là, aujourd'hui tu serais là, président de l'Assemblée nationale, tu avais encore tous tes avantages, tu continuais. Mais ne cherchez pas à se faire, n'aie pas honte de dire la vérité. Les Ivoiriens sont prêts à te pardonner. Dans tout notre ensemble, les Ivoiriens sont prêts à te pardonner. Mais dis la vérité. Dis la vérité, il n'y a jamais eu d'exclusion en Côte d'Ivoire. Maintenant, ne nous parlez pas des effets collatéraux de votre guerre que vous avez créée. À partir de l'instant où vous-même vous êtes allé prendre l'argent en Libye, et que vous êtes venu, vous avez créé une rébellion, et que vous n'avez sélectionné que vos frères du Nord seulement, avec des Burkinabés à l'appui pour venir faire la guerre, mais bien entendu, il y a des effets collatéraux. C'est comme aujourd'hui, vous-même, vous avez compris ce qui s'est passé à Naïbi. C'était les effets collatéraux de la guerre. Parce que Ouattara, dans son esprit, les guerriers, les combattants guerriers, ce sont ceux-là qui ont défendu Laurent Gbagbo. Ils ne doivent pas exister. Et donc, forcément, on lui disait qu'il y avait des gens qui se sont battus, qui étaient dans le camp de Naïbi. Pour lui, il fallait démanteler absolument ce camp. Il fallait tuer ces gens. Il a fait. Il a fait, c'est de là qu'est parti l'anéantissement du camp de Naïbi et les crimes qui ont été commis là-dedans. Donc, ne nous parlez pas d'effets collatéraux de la guerre. Voilà. Parce que vous avez créé la guerre de toutes pièces. Alors qu'il n'y avait rien, la Côte d'Ivoire était en paix, la Côte d'Ivoire était tranquille. On était désormais dans un processus démocratique. À partir de l'instant où, en 2000, on a créé une commission nationale indépendante pour les élections, la Côte d'Ivoire était sur la voie de la démocratie. Gbagbo a été élu, il a battu le président sortant qui était Guy Robert aux élections. Il a commencé à gouverner 1 an et demi de sa gouvernance pour créer une rébellion, pour mettre Ouattara au pouvoir après 2 à 3 tentatives de coup d'État. Et vous allez nous dire que non, c'est parce qu'il y avait une exclusion des gens du Nord. Les musulmans même vous ont dénoncé au stade, vous n'avez pas vu ça?
où il disait que le RD a pris plus de 65 millions pour aller leur donner pour dire de créer des conflits avec les chrétiens, de dire qu'il y a des conflits avec les chrétiens. Vous êtes dans la machination, les gens étaient dans la machination, ils ont voulu compromettre tout le monde. Je pense, Soro, moi mon appel, tu es un jeune, je pense que l'avenir, ton avenir est entre tes mains, ton peuple est prêt à te pardonner. De grâce, ne continuez pas à nous insulter. Dites la vérité, c'est juste que la vérité dont on a besoin et puis on avancera. Donc, le gouvernement de Côte d'Ivoire, après son intervention suite à la déclaration du président Bédié, bien entendu, a parlé d'allégations mensongères, d'incitation à la violence, d'incitation à la haine. Il n'y a aucune incitation à la haine. Il y a un fléau, un phénomène que ce gouvernement Ouattara a créé de toutes pièces pour soumettre les Ivoiriens. Le voir, le constater et le dénoncer ne veut pas dire qu'on incite à une violence quelconque. Bédié n'a fait que dénoncer ce fléau-là. Bédié n'a fait que dénoncer la machination que votre gouvernement RHDP a mis en place pour que vous puissiez faire un passage en force. Quand les Ahmed Bakayoko vont à Bobo qui disent 2020 est bouclé, 2020 est géré, mais bien entendu c'est parce qu'ils envoient chaque jour des gens à Bobo pour leur donner des cartes d'identité qui le disent. La preuve, dans quel pays vous n'avez pas constaté que en 2015, au cours des élections, souvenez-vous bien, avant les élections de 2015, 500 000 cartes d'identité ont été saisies dans un dinar en partance pour la loi, entre les mains d'une femme. Vous ne vous souvenez pas de cela? Mais qui a fabriqué ça? Cette affaire-là, elle est où aujourd'hui? Est-ce que les Ivoiriens ont eu l'information? Où sont allées définitivement ces cartes d'identité? Et la personne qui a été saisie là, où elle est aujourd'hui? Est-ce que les ministres en charge de l'Intérieur peuvent nous dire exactement où cette femme qui a été saisie avec les 500 000 cartes d'identité, où elle est et où sont ces 500 000 cartes d'identité? Mais bien entendu, c'est clair, il y a de la falsification que les gens font, mais en même temps, les gens continuent à armer les gens. Ils sont dans une logique de violence. La preuve, les élections municipales récentes nous l'ont démontré. Donc vous n'êtes pas des gens de paix. Vous n'êtes pas du tout des gens de paix. Vous êtes des voyous. Et c'est dans l'optique de cette voyouserie que chaque fois vous fonctionnez. À partir de là, quand Bédié le constate, quand il a des informations et qu'il le dénonce, vous ne dites pas que non, Bédié incite à la violence. Pourquoi vous voulez faire du faux chaque fois? Vous êtes dans la logique des incitations à la violence. C'est vous qui incitez à la violence. C'est vous qui donnez de l'argent aux musulmans pour qu'ils puissent se dresser contre les chrétiens. C'est vous votre démarche. Le plan commun qu'on reproche aux gens, c'est vous qui l'avez construit en Côte d'Ivoire pour prendre le pouvoir. Et vous avez pris le pouvoir sur la base du faux. Et aujourd'hui, vous êtes là, en train de courir de partout. Je voudrais, pour achever mes propos, revenir à un certain nombre de déclarations relatives à Blé Goudé et puis à Gbagbo Laurent, à leur liberté conditionnelle en Belgique. J'ai entendu des gens dire que Blé Goudé et Gbagbo ont tué, ce sont des criminels, ils ont tué des gens, et que même s'ils sont acquittés, ils vont venir à Abidjan pour faire l'objet de 2 procès. Oui, je sais que les gens sont suffisamment armés, ils se sont préparés militairement, ils créent des bandes armées à la présidence, par-ci, par-là, pour pouvoir terroriser après les Ivoiriens. Vous êtes dans une telle logique. Vous avez été dans la logique de la violence. C'est par la violence que vous avez conquis le pouvoir d'État. Et donc, vous avez gardé l'optique de cette violence-là. Et aujourd'hui, vous avez muselé le peuple de Côte d'Ivoire pendant, aujourd'hui, 7 à 8 ans. Vous avez 9 ans aujourd'hui, vous avez muselé les Ivoiriens. Vous avez empêché que quiconque parle. Mais écoutez, on ne va pas continuer là-dedans. Ce que je voudrais dire, c'est que n'insultez pas la conscience des Ivoiriens. Vous êtes des rebelles. Vous là, vous êtes des rebelles. Des rebelles, des gens qui ont pris des armes pour attaquer leur pays. Ne peut pas dire de quelqu'un qui a été élu qu'il est un rebelle, qu'il est un criminel. C'est vous qui mettez les gendarmes dans des conteneurs, qui les tuez, qui les asphyxiez. C'est vous qui rentrez à Sakassou, qui tirez délibérément sur des femmes. C'est vous qui allez à l'ouest, des vieillards, des femmes enceintes qui les avez éventrées. Tous ces actes, vous les avez posés. C'est vous qui êtes allé à l'ouest, qui avez contrôlé les cartes d'identité de nos parents et qui les avez exécutés. Les actes que vous avez posés sont flagrants. Nous savons que vous avez fait aussi des montages
pour tuer vous-même sur vos propres militants. Ça s'est fait. Juste parce que vous voulez justifier avec la complicité de vos amis l'action militaire que vous voulez en son temps mener avec la complicité de certains États. Donc, pour justifier cela, vous avez vous-même commis des crimes, des marches que vous avez faites avec des gens qui tenaient des RPG là derrière et qui ne savaient même pas les manipuler. Tout ça, on est au courant. On a vu, les images sont encore là. Donc, c'est vous qui êtes des voyous. C'est vous qui êtes des criminels. Ce ne sont ni Blé, ce ne sont... Vous avez vu Blé Goudé, une seule fois, une arme à la main en train de tirer sur un citoyen. Vous avez vu Blé Goudé, une seule fois, en train de donner l'ordre à un citoyen ivoirien de tirer sur un autre citoyen ivoirien. On ne l'a jamais vu. Durant toute la crise, on ne l'a jamais vu. Blé Goudé portait sa casquette, il partait pour galvaniser ses citoyens, pour leur dire, écoutez, mobilisez-vous, parce qu'au menu, nous devons résister. Ces gens, s'ils doivent prendre le pouvoir, ils doivent pouvoir passer sur nos corps. Et c'est au menu qu'ils ont toujours résisté. C'est clair. Ce que Blé Goudé dit est clair. L'histoire là, c'est l'histoire de la crise ivoirienne là. On ne peut pas nous la raconter. Parce que nous, elle s'est passée sous nos yeux, avec nous-mêmes comme acteurs. Mais nous n'étions pas dans le camp des criminels. Des gens comme vous qui avez cassé la BCAO, délibérément avec la complicité de Ouattara, pour avoir de l'argent à nourrir vos rebelles, à acheter des armes. Vous les avez fait. Ouattara était là, et comme il le dit bien, il est gouverneur permanent de la BCAO. Mais qu'est-ce qu'il en dit? Qu'est-ce qu'il dit de la case de la BCAO de Mans? Qu'est-ce qu'il dit de la case de la BCAO de San Pedro? Qu'est-ce qu'il dit de la case de la BCAO de choses de Boaké? Il n'en fait pas de procès. C'est Gbagbo Laurent qui a réquisitionné la BCAO, conformément à la constitution de Côte d'Ivoire. Et qui a payé Ouattara au Golfe, qui a payé Bédi au État au Golfe, qui a payé les fonctionnaires ivoiriens. C'est quand vous organisez un procès. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule. Parce que la guerre que vous allez faire avec nous, c'est cette guerre qui consiste à faire éclater la vérité. On ne va pas écrire dans les livres d'histoire à nos enfants, on ne va pas leur raconter des améries. Vous êtes des rebelles, des assassins. C'est vous qui avez cassé les banques en Côte d'Ivoire pour y prendre de l'argent, soustraire de l'argent et en utiliser à vos fins personnelles, à vos fins de rébellion. Donc, arrêtez ça. Arrêtez ça. Les Ivoiriens sont fatigués d'entendre ce genre de discours. Les mensonges, vous les avez assez racontés. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer à vous écouter dans le mensonge. Ouattara est un criminel avéré. Il est suivi de ces bons Koulibaly et autres qui sont aussi autant de criminels avérés et achetés, qui pour de l'argent s'en foutent aujourd'hui de l'intérêt de leur pays et qui sont avec lui. Donc on ne peut pas continuer à vous écouter. Quand on vous écoute, on en a ras le bol. Quand les gens vous voient, quand on vous voit marcher là, on en a ras le bol. Mais je pense que vous ne craignez pas Dieu. Vous ne craignez pas Dieu, mais de toute façon, si vous ne craignez pas Dieu, Dieu saura trouver une solution au temps opportun pour vous. Pour vous. Vous pensez qu'on peut faire autant de mal aux gens, et puis aller un jour à la Mecque, et puis tout ça, d'un trait, c'est fini. Mais vous mentez. Vous mentez. Donc je tiens véritablement ce jour à dire aux Ivoiriens que nous sommes en danger. Il faut que l'Ivoirien d'abord comprenne qu'il est en danger. Parce que le gouvernement qui est là n'est pas un gouvernement ivoirien. Le gouvernement, bon là, ce n'est pas un gouvernement ivoirien. Le gouvernement incarné par Ouattara n'est pas un gouvernement ivoirien. Parce que c'est un gouvernement qui ne veille qu'aux intérêts des étrangers. Vous savez, dans un pays, quand des étrangers sont marginalisés, vous savez qui réagit? Ce sont des ambassadeurs. Chaque pays, chaque État là, a ses ambassadeurs dans un pays. La Côte d'Ivoire là, tous nos pays limitrophes là, ils ont des ambassadeurs là. Donc si ce que les Ivoiriens font, ce que les Ivoiriens disent, si cela est contre les citoyens de leur pays, mais bien entendu, ils vont le dénoncer. Ces ambassadeurs-là vont le dénoncer. Mais pourquoi ils ne le dénoncent pas? Et puis chaque fois, c'est le gouvernement ivoirien qui doit s'opposer aux Ivoiriens
quand ils voient les craintes, quand ils manifestent les craintes face à l'immigration anarchique et surtout à la violence des immigrés dans le pays. Surtout des immigrés du Burkina Faso. Parce qu'on ne parle pas de tous les immigrés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers concitoyens, sortons de nos débats stériles. De qui a fait quoi? De qui n'a pas fait quoi? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en péril. Nous courons tout droit vers la disparition. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce gouvernement il est dangereux pour les Ivoiriens. Le gouvernement qui a pour chef Alassane Ouattara et Amadou Gon est un gouvernement dangereux pour les Ivoiriens. Vous allez aller aujourd'hui par rapport aux incidents de Béoumi hier. Tous ceux qui ont été arrêtés ne sont que des jeunes baoulés. Ne sont que les jeunes baoulés. Ils vont même pour pouvoir destituer encore le maire, ils tournent autour de lui pour dire que oui, c'est lui qui a incité certainement à la violence. Mais nous, on n'a jamais vu ça. Hein. Donc, je demande à mes concitoyens d'être vigilants. Mais mieux, je demande à Bédié, à Gbagbo Laurent, à tous ceux qui disent qu'ils sont opposants en Côte d'Ivoire, que c'est l'heure du sursaut national. Je veux dire à Fologo également, que c'est l'heure du sursaut national. C'est le moment du sursaut national. Là, il ne s'agit pas de défendre un pouvoir, oui, pour quelqu'un, mais il s'agit de défendre nos intérêts communautaires en tant qu'Ivoiriens, en tant que citoyens ivoiriens. Et tous les Ivoiriens dans leur ensemble, que vous soyez Ghanéens, que vous soyez Maliens, que vous soyez Burkinabés, que vous soyez comment dire, Sierra Leone d'origine, qui se reconnaissent à la Côte d'Ivoire, qui estiment que la Côte d'Ivoire a été un pays qui leur a apporté beaucoup, et qui se conforment véritablement aux lois de la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous devons tous nous mobiliser pour faire barrage à ce syndrome ouattariste qui veut véritablement mettre en place une politique guerrière de repeuplement de notre pays, en remplaçant les Ivoiriens que nous sommes par des ethnies, des citoyens d'autres pays dont ils seraient originaires. Pour finir, je voudrais ici rappeler à Ouattara lui-même que Barack Obama, là, il était kenyan d'origine. Il a été président des États-Unis. Il n'a pas fait de jumelage entre le Kenya et les États-Unis. Jamais il n'a dit que pour qu'un Kenyan aille aux États-Unis, il ne doit pas avoir de visa. Il ne doit pas avoir de visa. Il n'a jamais pris une telle décision. Nous sommes pour l'intégration régionale. Nous sommes pour l'intégration africaine. Nous sommes pour l'intégration internationale. Mais l'intégration ne veut pas dire « oh toi que je m'y mette ». Ne veut pas dire « abandonne-moi ton pays, que moi je le gère à ta place ». Si nous devons consacrer l'intégration, nous devons le faire dans l'intérêt de chaque nation, dans l'intérêt de chaque pays, en respectant les normes et les principes de chaque État, en respectant les lois de chaque pays. Voilà ce à quoi je voulais appeler chaque citoyen aujourd'hui et dire que chacun de nous aujourd'hui a la mission véritablement de se lever pour que nous puissions faire barrage à ce régime sanguinaire qui veut véritablement nous débarrasser de la planète Terre. Ces accusateurs permanents de ce que de Gbagbo et de Blé Goudé, je voulais leur poser la question. Ce sont des gens qui ont le plus souvent bougé, qui étaient aux États-Unis, qui étaient en France, qui ont été un peu par-ci, ailleurs. La rébellion, là, c'est quoi? La rébellion. Ils ont créé une rébellion pour attaquer leur pays. C'est-à-dire des militaires déserteurs, des gens qui ne sont pas dans l'armée, qui se font armer, et puis qui s'attaquent aux forces de défense et de sécurité et à des civils, qui tuent des milliers, des centaines de personnes une seule journée. Mais ces gens-là parlent parce que Gbagbo ne les a pas traités comme ils le méritent. Et parce que certainement que la Côte d'Ivoire n'avait pas les moyens de faire face à une telle violence. Sinon, des gens comme vous, en France où vous étiez, aux États-Unis, on vous appelle des terroristes. Imaginez-vous qu'un matin,
des soldats déserteurs français prennent des armes et qui viennent comme ça, ils s'attaquent à l'armée française à une frontière. Mais c'est tout l'État français qui va se mettre en branle. Vous n'avez jamais vu des terroristes abattus en France? Mais vous êtes des terroristes. On devait vous traiter comme tel. Babola, il devait vous traiter comme tel. Mais la France a intervenu et il vous a déroulé le tapis rouge. C'est pour ça aujourd'hui certains d'entre vous sont là en train de gueuler partout, de parler, de dire n'importe quoi. Quelqu'un qui prend des armes pour attaquer son concitoyen, son peuple, il n'est même pas digne des paroles. Des criminels comme ça, on devait vous passer devant une cour martiale, vous juger et vous condamner à mort. On ne l'a pas fait et vous accusez des gens et un régime. Ce que vous ne savez pas, c'est que Laurent Gbagbo, là, en 2010, comme en 2002, il était chef de l'État. Et voilà ce que dit la Constitution. Il est le garant de l'intégrité du territoire. Il doit défendre l'intégrité du territoire. Des prédateurs, des assaillants comme vous. Mais la Côte d'Ivoire n'avait pas les moyens. La France, sur qui on devait compter pour le faire, a refusé de le faire. Mais a préféré faire la guerre pour installer un dictateur burkinabé à la tête de notre État. Voilà les réalités qu'on a vécues en Côte d'Ivoire. Ce sont ces vérités-là que vous ne voulez pas entendre, que vous ne voulez pas comprendre. Vous n'êtes rien d'autre que des terroristes. Des gens qui n'ont pas eu peur, qui n'ont même pas eu peur, qui n'ont pas eu de sentiments, à tirer sur leurs concitoyens, à regarder l'homme comme ça et à tirer sur lui, à lui ôter la vie. Vous l'avez fait. Un rebelle, un terroriste qui se met à parler pour dire non, que Gbagbo a la mission de défendre la Côte d'Ivoire. Il a le droit d'acheter des armes qu'il voulait pour la Côte d'Ivoire, pour défendre la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'il est chef de l'État. Ça, vous l'oubliez. Vous avez refusé de désarmer. Ce monsieur a organisé des élections. Parce que vous savez que vous ne voulez pas désarmer pour pouvoir... Parce que si vous désarmez, vous ne pourrez pas parachever votre complot. Vous, des assassins comme vous, c'est vous qui vous permettez de parler à des citoyens ivoiriens. C'est pour cela que je vais finir mon propos en appelant activement Gbagbo Laurent, Henri Konan Bédié, Francis Vaudier, Bamba Mori Ferré, Soro Guillaume, Blé Boudé, moi-même, Abel Nat, tous les démocrates ivoiriens, tous ceux qui pensent qu'il faut véritablement le changement. Il faut que le changement s'opère maintenant. Il faut que vous appelez au sursaut national. Il faut que nous nous mettions ensemble, que nous appelons au sursaut national pour mettre fin maintenant à la dictature. Le peuple a le droit à l'insurrection. Et l'insurrection, c'est l'insurrection démocratique. Où les gens, les citoyens au même nu, se lèvent et manifestent leur mécontentement face à un régime dictatorial qui ne veulent plus. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'aujourd'hui nous soyons en mesure de le faire. C'est ça la réalité. Je vous remercie. Quand même, pour finir, remercier Diaspora TV qui, depuis quelque temps, nous a donné quand même le champ de nous exprimer. Oui, merci beaucoup. Je pense que chacun de nous doit pouvoir contribuer à la lutte, au combat que nous sommes en train de mener, parce que c'est le combat qui va sauver la Côte d'Ivoire. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas une autre voie. Un rebelle est un rebelle. Quelqu'un qui vient au pouvoir par les armes, il réfléchissait comment il doit partir. Nous, chacun doit pouvoir connaître, savoir que ceux-là, la manière dont ils sont venus au pouvoir, c'est peut-être de cette manière qu'ils veulent partir du pouvoir. Sinon, il n'y a pas d'autre choix, on n'a pas d'autre choix. C'est pour cela qu'il faut que nous nous soudons. Nous n'allons pas faire des rébellions contre notre pays, mais nous pensons que la démocratie peut triompher. La démocratie et la voix du peuple peut triompher par un engagement, une détermination du peuple lui-même. Vous, journalistes, chaque citoyen, à n'importe quel niveau qu'il se trouve, devrait pouvoir contribuer véritablement au succès de ce combat. Je vous remercie, chers amis de Diaspora TV.